Écoutez, bonjour à tous. En attendant que le topo arrive, ça me permet de commencer. Je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation. Et voilà mon topo. Donc, quelle place pour l'albumine? Qui est-ce qui utilise de l'albumine dans la salle? Ah ouais, pas mal quand même. Bon, bah, ça confirme les données. Ok, bah, on va faire un point là-dessus. Voilà, j'ai un conflit d'intérêt quand même qu'il faut signaler, puisque le laboratoire LFB fait de l'albumine. Alors d'abord, si on revient à la base, c'est le métabolisme de l'albumine. C'est un colloïde naturel, un polypeptide, et il représente 55% des protéines plasmatiques. Il est synthétisé par le foie à un taux de 15 grammes par jour, et en fait, finalement, il est majoritairement intravasculaire, avec une demi-vie intravasculaire de 6 à 12 heures. Et finalement, il a une espèce de cycle. D'un côté, bien sûr, il peut être perdu, et donc les pertes, elle peut être perdue, majoritairement rénale ou cutanée. Et puis, il y a un passage en fait de l'intravasculaire à l'interstitium qui dépend de l'intégrité de la barrière endothéliale, du glycocalyx, on va revenir dessus. Et puis, pour ce qui passe dans l'interstitium, c'est quand même important parce que c'est ce qui crée les œdèmes, l'albumine dans l'interstitium. Et finalement, il y en a une partie qui est résorbée et qui revient dans le compartiment intravasculaire par le flux lymphatique. Alors pourquoi c'est important? Parce que tout ça s'est modifié en situation critique. D'abord, vous savez que s'il y a une défaillance hépatique, la synthèse d'albumine va être moindre. Ensuite, il va y avoir une augmentation du passage transcapillaire dans beaucoup de cas comme l'inflammation, le sepsis, la chirurgie ou le trauma, puisque c'est associé à une altération du glycocalyx et à une altération de la barrière endothéliale. L'autre chose, c'est qu'il va y avoir une diminution de la résorption lymphatique. Et enfin, dans certaines pathologies comme les brûlés par exemple, ou des anomalies des pertes par le tube digestif, ou le syndrome néphrotique, il peut y avoir une augmentation des pertes. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout pareil en situation aiguë. Et c'est important d'être signalé parce que ça pose la question de si jamais on supplémente en albumine, est-ce que tout va rester dans le vaisseau ou est-ce qu'au contraire ça va se loger dans l'intravasculaire? Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à la compensation ou est-ce que finalement il y a un risque d'accumulation supplémentaire dans l'interstitium lorsqu'on donne de l'albumine pour compenser les pertes intravasculaires? L'autre chose, c'est qu'il faut revenir aux fonctions de l'albumine, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette molécule. La première fonction, qu'on appellera fonction primaire, c'est qu'elle est responsable de 75% de la pression oncotique du plasma. Et dans ce cadre-là, on a envie de donner l'albumine comme soluté de remplissage, et donc c'est majoritairement de l'albumine 4 à 5%, suivant ce que vous avez. La deuxième fonction, et finalement, celle-là, elle est peut-être moins connue, c'est que vous savez, il y a un mot qui est très à la mode, ça marche pour les statines, ça marche pour plein de choses, c'est ce fameux effet pléiotropique, c'est-à-dire que ça a plein d'effets positifs et bénéfiques pour l'organisme. Et pour l'albumine, ça permet de transporter des molécules endo et exogènes. Vous voyez la liste ici, je vous l'ai mis. Vous voyez qu'il y en a plein, des médicaments, mais pas que. Ça a un effet anti-inflammatoire et immunorégulateur, notamment parce que c'est capable de fixer des acides gras. C'est ce que vous voyez ici. FA, c'est fatty acid, et donc ça c'est pro-inflammatoire. Des prostaglandines aussi. Des PAMP. Les PAMP, c'est par exemple le lipopolysaccharide. Ça a un effet antioxydant via ce résidu cystéine 34 sur lequel on va revenir. Et puis, ça permet de stabiliser l'endothélium et éventuellement de restaurer le glycocalyx. Tout ça, c'est des données issus de la littérature translationnelle. Alors, je vous ai parlé de l'effet oncotique, et finalement, si on prend l'ensemble des études et qu'on compare ça au NaCl, on voit que le pouvoir d'expansion volémique de l'albumine 4%, c'est x2 à x3. Les gélatines, comme ça, à titre de comparaison, c'est x3. Et l'albumine 20%, c'est x10. Et la durée de l'expansion volémique, c'est aussi un intérêt, c'est que alors que c'est 0,5 heures pour le NaCl, c'est 6 à 12 heures pour l'albumine à chaque fois. Ça, c'est des données sur volontaires sains ou sur modèles animaux. Et en fait, dans la réalité, c'est un peu ça le sujet, c'est que si on prend les grosses études qui sont parues, notamment celle-ci qui était parue dans le New England de Lanzix, finalement, on a quand même l'impression que en fait, le ratio de remplissage par rapport au sérum Phi, c'est seulement 1 pour 1,4 versus 1 pour 3, comme je vous l'ai montré avant. Et ça, c'est chez le malade en situation critique. Donc, encore une fois, c'est probablement lié au fait qu'il y a une partie de l'albumine qui passe et qui fuit. Chez le brûlé, 1,2, vous voyez ici, là, c'était 1 pour 2, là, c'est de l'albumine 20%. L'autre chose, je vous ai parlé des fonctions antioxydantes, notamment. Ces fonctions antioxydantes, elles sont liées
sur la cystéine 34, à un groupement Mercapto qui est libre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'albumine qu'on passe nous, et qu'on nous vend, c'est un mélange de formes non oxydées et de formes déjà oxydées sur cette cystéine. Donc par définition, les formes déjà oxydées, elles fonctionnent beaucoup moins bien puisqu'elles sont plus capables de fixer les radicaux libres notamment. Et donc alors que chez le sujet sain, il y a 75% de formes non oxydées donc, qui vont être utiles, qui vont fixer ces redox, et 25% de formes déjà oxydées, vous voyez que là, dans cette étude, ils avaient comparé deux types d'albumine qui étaient vendus et qu'on pouvait passer aux patients. Vous voyez que les formes non oxydées, c'est seulement 48% et 38% versus 75% chez le sujet sain. Donc peut-être que ça marche quand même moins bien ce qu'on nous vend que ce qu'on a déjà dans notre organisme à l'état basal. Alors pour le remplissage, je suis heureux parce que j'ai des données, j'ai des guidelines. Ça, c'est les dernières de l'ESIGM. Et puis, il y a celle-ci auquel j'avais eu la chance de participer de l'ASFAR. Et donc, on va revenir dessus. Donc, si on prend déjà tout patient en situation critique, ça, c'est la méta-analyse qui a été faite. Alors, l'avantage de celle de l'ESIC, c'est qu'ils ont fait une méta-analyse qui est vraiment up-to-date, puisqu'elle est sortie en 2024. Et donc, à chaque fois, je vous mets les résultats des méta-analyses ici. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il vaut mieux utiliser des cristalloïdes que de l'albumine chez le patient de soins critiques, tout venant, pour le remplissage. Ça, c'est le premier gros message. 16 études, 11 000 patients quand même. Pas d'impact sur la mortalité. Globalement, on a l'impression que ça ne fait pas mieux. Ça ne fait pas moins bien, mais ça ne fait pas mieux. Et étant donné que le coût, il est x27, qui a un petit risque allergique, qui est très rare, mais qui a quand même un petit risque allergique, qui a des questions d'équité dans le monde, de disponibilité, parce que c'est quand même pas disponible partout, l'albumine, ils ont décidé de faire cette recommandation-là. Et vous voyez que là, il n'y avait pas de différence. Alors, ce qu'il faut quand même signaler, c'est qu'ils ne prennent pas en compte l'effet remplissage versus l'effet médicament, donc 4% versus 20%, ils mélangent un peu tout. Et puis après, ils se sont posé la question de savoir s'il y a un bénéfice chez certains sous-groupes de patients, parce que vous allez voir que le niveau de preuve, il dépend quand même du contexte. Alors, il dépend du contexte. Si on prend le sepsis, par exemple, là encore, 9 études, 5000 patients, pas de différence, donc ils concluent la même chose, pas de bénéfice, et donc il vaut mieux passer des cristalloïdes que de l'albumine dans le sepsis. Même conclusion globalement pour les RFE de la SFAR. SFAR, SFMU d'ailleurs. Non, il n'empêche que on peut se demander s'il y a quand même un intérêt de l'albumine médicament dans le sepsis. Alors cette étude, elle est intéressante, c'était l'étude Albios, et c'était multicentrique randomisé, italien, 1800 patients, et c'était de l'albumine 20% versus sérum salé isotonique, et en fait le but, c'est pas de remplir le malade. Le but, c'est de lui maintenir une albuminémie à 30 grammes jusqu'à J28 ou jusqu'à sa sortie. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça albumine médicament. On voit qu'ils ont réussi, les taux d'albumine, c'est significativement différent. Pas d'effet sur la mortalité, donc on a l'impression que ça ne marche pas. Bon, ils aiment bien les analyses en sous-groupe, et on voit que peut-être que ça marche mieux chez les patients, peut-être que ça marche chez les patients qui ont un choc septique, mais en tout cas, ça n'a pas été confirmé par d'autres études depuis. Donc, on a quand même l'impression que dans le sepsis, pas d'intérêt non plus. À l'heure actuelle, en tout cas, pas d'intérêt démontré. Ensuite, l'hémorragie en périopératoire. Je reprends les méta-analyses. 9 études, du vasculaire, du trauma, 1700 patients. Pareil, pas d'impact sur la mortalité. Toujours le même raisonnement. Ça ne fait pas pire, mais ça ne fait pas mieux. Et étant donné que c'est plus cher, il n'y a pas de raison de recommander un remplissage. Encore une fois, j'insiste sur le remplissage. Et pareil pour le SDR. Voire même, et c'est peut-être le seul cas où on peut dire que quand même ça fait moins bien, c'est le trauma crânien. Vous savez que l'albumine, ça peut être hypotonique lorsque c'est 4 ou 5%. Là, c'était 4%. Ils avaient comparé, c'est une analyse, c'est une sous-analyse de l'étude SAFE. Et donc, ils avaient pris tous les patients qui avaient un trauma crânien au scanner avec un Glasgow initial inférieur à 13. Et donc, c'était albumine 4% qui était hypotonique versus sérum salé. Et vous voyez que la survie, elle est moins bonne dans le groupe albumine. Donc là encore, pas d'intérêt, voire même une recommandation contre le fait de donner de l'albumine, un grade 2- chez les patients qui ont un trauma crânien. Alors, ok, on a vu que les recommandations disaient
qu'il n'y avait pas d'intérêt particulier à donner de l'albumine. Il n'empêche qu'il y a quand même pas mal d'études qui montrent que ça pourrait avoir un intérêt. Vous savez qu'on a envie à l'heure actuelle de réduire les volumes de remplissage. Et donc dans cette méta-analyse-là, qui reprenait 13... ça dépend des contextes, mais qui reprenait des patients septiques, des patients chirurgicaux notamment, c'est ce que je vous montre ici. C'était 13 RCT chez des patients septiques, 24 RCT chez des patients chirurgicaux, et ils voyaient que albumine isotonique, c'était moins 2000 ml de remplissage, hypertonique, c'était moins 1 kg. Ça, c'était pour le sepsis, et pour la chirurgie, moins 2500 ml de remplissage pour l'isotonique et moins 2800 pour l'hypertonique. Donc quand même, on peut se dire que chez certains patients, chez qui on a envie de limiter le remplissage, il pourrait y avoir un intérêt à utiliser ces molécules, même si ça reste encore à être étudié de manière randomisée, notamment avec une étude qui ciblerait spécifiquement ce critère de jugement. Et c'est pour ça que finalement, dans les RFE de la SFAR, on n'avait pas pu faire de recommandations sur le fait de donner de l'albumine en seconde intention, j'insiste, chez les patients qui ont une hypoalbuminémie majeure et qui nécessitent des volumes de remplissage importants dans le but de diminuer les volumes de remplissage. Alors, il y a un intérêt particulier chez le cirrhotique. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord une diminution quantitative de la synthèse d'albumine, il y a une altération qualitative de l'oxydation de l'albumine avec plus de formes oxydées, une inflammation systémique qui est exacerbée, notamment liée à des phénomènes de translocation, et une diminution de la volémie efficace par vasodilatation. Ça fait qu'il y a une altération des défenses immunitaires, une défaillance circulatoire, et vous voyez que ça correspond pas mal aux effets que j'ai mentionnés, aux potentiels effets bénéfiques que j'ai mentionnés jusqu'à présent, ou juste avant, de l'albumine. Alors, quels sont les recos ? Ponction d'acide, vous donnez de l'albumine à partir du moment où vous faites une ponction d'acide qui enlève plus de 4 à 5 litres pour prévenir la dysfonction circulatoire et l'insuffisance rénale. Infection du liquide d'acide, très critiquable ces études, mais il n'empêche que c'est toujours recommandé de le faire. Donc, infection du liquide d'acide, antibiotiques, plus albumine également. Prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë, je n'ai pas mentionné, c'est des recos de la SFAR, je crois, qui datent de 2018, je dirais, quelque chose comme ça. Insuffisance rénale aiguë, dès lors que vous arrivez à une insuffisance rénale aiguë Cadigo 2 à 3 chez le patient cirrhotique, ce qui est recommandé, c'est de donner de l'albumine pendant 48 heures et d'arrêter les facteurs précipitants ou aggravants. Et si jamais vous avez des critères pour un syndrome hépatorénal, vous allez y associer de la terlipressine, un traitement vasoconstricteur. Donc. Alors, est-ce qu'il faut en donner chez tous les patients cirrhotiques qui arrivent en réanimation ? La réponse est non. Ça a été étudié dans cette étude, dans New England, 700 patients. De l'albumine 20% pour maintenir un taux d'albumine supérieur à 30 grammes versus standard care. Il y avait 25% d'infection, 10% de défaillance d'organes. Vous voyez que ce n'est quand même pas que des patients de réanimation, mais c'était que des patients qui avaient une décompensation aiguë de la maladie. Et le critère de jugement composite, c'était le taux d'infection, de dysfonction rénale ou de décès entre J3 et J14. On voit qu'ils ont bien fait le job, encore une fois, ils ont bien monté le taux d'albumine, mais pas de différence sur le critère de jugement principal, et plus d'événements indésirables graves dans le groupe d'albumine, avec notamment 6% versus 1% d'OAP et de surcharge. Donc on a l'impression quand même que ça va se mettre dans l'interstitium. Une autre étude spécifique au cirrhotique qui est sortie l'an dernier, 100 patients qui avaient un choc septique, à qui on donnait de l'albumine 20% versus plasmalite, qui a été mentionné juste dans le topo d'avant. Le critère de jugement principal, c'était la correction de l'hypotension à H3. Donc c'était vraiment, vous voyez, c'était seulement 100 patients. Et il montrait que ça marchait mieux, que lorsqu'on donnait de l'albumine 20%, on mettait moins de volume, encore une fois, et on corrigeait mieux l'hypotension. Bon, est-ce que ça mérite qu'on donne de l'albumine à tous les patients cirrhotiques pour autant en choc septique ? À l'heure actuelle, c'est trop tôt pour le dire, ce d'autant qu'il y avait 22% d'interruption du traitement en raison d'une surcharge hydrosodée. Enfin, dernière chose, la négativation de la balance hydrosodée et la déplétion, le fameux Albulix, que je pense vous faites... qui nous est tous arrivé de faire, même si on se le cache et qu'on n'ose pas l'avouer. Mais on a tous tenté ça à un moment chez le patient qu'on n'arrive pas à dépléter. Alors le rationnel, c'est qu'il pourrait y avoir une résistance aux diurétiques s'il y a une hypoalbuminémie sévère. Pourquoi ? Parce que l'albumine, c'est ce qui permet de transporter les diurétiques et de diminuer le volume intravasculaire. Ici, c'était une méta-analyse de 13 études randomisées qui avaient comparé diurétiques de Lens avec ou sans albumine dans différents contextes. Et globalement, comme vous pouvez le voir ici, il y avait une meilleure déplétion de 31 ml heure chez les patients qui recevaient de l'albumine, a fortiori si les patients étaient hypoalbuminémiques et qu'on leur donnait une dose élevée d'albumine. J'ai presque fini.
C'est la même chose chez les patients sous épuration extra-rénale. 65 patients ici, 249 sessions d'hémodialyse intermittente. Ils avaient randomisé albumine 20% versus sérum salé isotonique à l'initiation. Et vous voyez, moins d'hypotension et une meilleure UF, plus d'UF dans le groupe qui recevait de l'albumine au démarrage. Donc, pour conclure, un rationnel physiopathologique qui est attractif chez les patients critiques, d'abord comme albumine soluté de remplissage en raison du pouvoir oncotique et potentiellement de moindre volume de remplissage. Et puis pour l'albumine médicament, un effet antioxydant et immunomodulateur. Néanmoins, à l'heure actuelle, il y a un gap entre ça et le niveau de preuve clinique. Il y a sûrement un bénéfice chez le patient cirrhotique, évacuation et infection de l'acide, insuffisance rénale aiguë, syndrome hépatorénal. Un bénéfice possible dans certains contextes spécifiques, a fortiori s'il y a une hypoalbuminémie, pour limiter les volumes de remplissage et chez les patients qui sont résistants à la déplétion. On peut le tenter, mais le niveau de preuve, il est quand même pas majeur. Il y a un bénéfice à démontrer de l'albumine médicament dans le sepsis. Je crois qu'il y a encore d'autres études qui sont en cours, notamment Caironi qui avait fait la première étude. Et puis pas de bénéfice démontré pour l'expansion volémique. Ça ne fait pas moins bien, ça ne fait pas mieux, mais vu que c'est plus cher, ce n'est pas recommandé. Voilà, je vous remercie de votre attention.